On m'a demandé de vous donner une présentation sur le pâturage multi-espèces et certains des avantages et des défis. Il y a des différences chez les animaux et je vais vous parler surtout du bétail et des moutons aujourd'hui. Je pense que les deux sont très compatibles. Le bétail et les moutons travaillent mieux ensemble. Les espèces mangent différentes plantes. Ils agissent comme hôtes pour les parasites les uns des autres. Si vous faites un bon travail de faire une rotation, nous, on n'a pas eu à vermifuger un mouton depuis 22 ans maintenant. Les gens nous ont dit, c'est impossible, il faut vermifuger les moutons. Et moi, ce que je crois, c'est qu'une fois qu'on commence à vermifuger les moutons, on devra continuer à le faire. Ian appelle ça enlever la béquille. En autant que vous les vermifugez, ils ne développent pas d'immunité naturelle. Chaque mouton a quelques vers. Et c'est bien, ça leur permet de développer de l'immunité et de la résistance. Si chaque fois qu'on devenait malade et qu'on allait chez le médecin, et je parle par exemple d'un nez qui coule, et on disait « Ah, donnez-moi des antibiotiques ». Bien, c'est un peu fort comme médicament pour un nez qui coule, mais avec le temps, votre corps ne répondrait plus. Et c'est ce qui arrive aux États-Unis. Ils utilisent des vermifugeurs à bétail pour les moutons maintenant. Les vermifuges à moutons ne fonctionnent plus. C'est parce que les parasites sont rendus résistants. Et on a constaté qu'avec une bonne gestion de pâturage, on n'a même plus besoin de vermifuger. Il y a de la réforme à faire, il faut réformer au tout début, mais ça va bien une fois qu'on passe au-delà de ça. Bon, les moutons préfèrent les plantes à feuilles larges. Une de nos mauvaises herbes préférées ou herbes préférées, c'est la vernonie, celle qui a les fleurs bleues, et elle monte assez haut. Et en juin ou juillet, ça peut devenir assez épais. Avant, je me disais, « Oh non, voilà la vernonie », mais maintenant, c'est devenu une mauvaise herbe annuelle et on n'en voit plus beaucoup. Les vaches mangent surtout de l'herbe et du trèfle. Les moutons vont en manger aussi. Il y a un article qui a été publié dans le Stockman Grass Farmer il y a quelques années et on m'a envoyé beaucoup de courriels là-dessus. Il a dit, si vous mettez 1000 moutons avec 1000 vaches et vous ne manquerez jamais de fourrage. Ça, ce n'est pas une affirmation vraie. Moi, je vous le garantis parce que moi, j'élève des moutons depuis 22 ans. Ils vont manger de l'herbe et ils vont être en compétition. Donc, je vous garantis qu'ils vont compétitionner avec les vaches. Ils vont manger une partie de l'herbe. Donc, si vous voulez avoir des moutons sur votre ferme, mettons que votre taux de votre population est parfaite et mettons que vous voulez introduire, je ne sais pas, 20 moutons. Bon, on va faire un calcul simple, 21. Bien, ça veut dire qu'il faut éliminer 3 vaches. Une unité animale, c'est 1000 livres. Ça prend environ 7 moutons. Nos moutons pèsent environ 120 à 140 livres. Donc, ça prend 7 moutons pour équivaloir à ce qu'une vache va manger. Donc, si on introduit 21 moutons, bien, et si je ne me débarrasse pas de quelques vaches, je vais avoir une surpopulation. Et en hiver, je n'aurai pas assez de réserves pour nourrir mes moutons pendant l'hiver. Je déteste soigner des moutons. Ils ne mangeront pas de foin. Moi, je ne leur donne pas du bon foin. Ce n'est pas du foin de luzerne. Si je leur fournis une balle de foin, ils ne toucheront presque pas. Ils aiment travailler pour gagner leur vie. Moi, j'aime ça. Donc, on est rendu à un ruban tressé. Bon, je vous avais dit que c'était 12 pouces, mais je me suis trompé, c'est 10 pouces. Et la clé, c'est que, ça c'est vrai pour les vaches et les moutons, on avait 75 bouvillons avec 250 brebis. Et la façon qu'on l'a fait, et ça, c'est le 1er mars, donc les bouvillons ont été séparés des vaches. Moi, je ne voulais pas 2 troupeaux. Je n'avais pas la ferme de bouvillons à l'époque. Et donc, je voulais retirer ces bouvillons. Donc, j'ai mon troupeau de vaches. Et bon, et pourquoi je ne mettrais pas juste des moutons? Et j'aurais quand même 2 troupeaux. Et ils n'ont pas commencé à agneler. Ils n'agnellent pas avant le 1er mai. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis les bouvillons à côté
côté des moutons pendant 3 ou 4 jours et les chiens bergers allaient courir le long de la clôture et jappaient après eux. Ils pensaient que ces vaches-là étaient des prédateurs. Eh bien, éventuellement, ils ont arrêté de japper, donc j'ai ouvert la clôture et je les ai fait rentrer. Et là, ces chiens-là ont couru après les bouvillons. Ils ont couru. Bon, ben là, je me suis dit, si ça garoche sur la broche, ça va être fini. Ils ont couru pendant environ 5 minutes, aussi vite qu'ils pouvaient pour courir après les bouvillons. Et ensuite, ils se sont regardés et ont dit, il fait trop chaud, les gars. On arrête ça. Et donc, leur langue pendait et les chiens haletaient et les bouvillons haletaient, mais ils ont fini par s'entendre. Et c'était fini. Fini. Ils n'ont plus jamais fait ça. Donc, ensuite, on est allé à l'agnelage de printemps. Et quand les brebis ont commencé à angler, on a dit qu'il faut sortir les animaux, les bouvillons, parce qu'ils vont écraser les agneaux. Mais le problème qu'on a eu, c'est qu'on ne pouvait pas déplacer le troupeau de moutons avec leurs agneaux assez vite pour les soigner parce que les bouvillons mangeaient toute l'herbe. Donc, on a sorti les bouvillons et on a commencé à faire du pâturage raisonné. Et quand les agneaux sont tous nés, on les a remis ensemble. Je veux dire, les jeunes agneaux, ils sont vraiment tough à 7 jours. Ils vont suivre la brebis là où il veut aller. Et donc, maintenant, ils sont mobiles. J'avais quelques photos à mettre là dans une minute. Et ensuite, on les a remis ensemble. Les moutons vont tuer les petits arbres et les arbustes. Donc, si vous avez des ronces sur votre ferme et que vous essayez de les tondre, si vous mettez un mouton ou une chèvre, ils vont leur faire la vie dure parce qu'ils ont des petites bouches et ils vont aller manger les feuilles à travers. Donc, j'ai changé ma façon de penser un peu. Je ne veux pas qu'ils tuent la broussaille parce que dans ma prochaine rotation, si toutes les broussailles sont parties dans mon enclos, les moutons vont avoir perdu une de leurs nourritures préférées. Pensez-y. Moi, ça a été pendant 12 ans, je n'ai donné aucun supplément minéral aux moutons, zéro. Tout ce qu'ils avaient, c'était du sel de mer. Je leur donnais du sel de mer et c'est tout. Et mon raisonnement était que les moutons mangent beaucoup de feuilles d'arbres, de broussailles, et ces plantes ont une racine pivotante beaucoup plus profonde que l'herbe. Donc, il y a du minage, de minéraux dans le sous-sol. Et il n'y en avait pas besoin de minéraux. Et là, j'ai rencontré Mark Bader, qui est le propriétaire de Free Choice Enterprise. C'est une cafétéria de minéraux. Il y a 16 cases dans leur distributrice et les animaux peuvent choisir les minéraux qui leur manquent. Et nous, on pourrait essayer de choisir des minéraux de cette mangeoire et on ne saurait pas ce qui nous manque, mais les animaux le font. Donc, je l'utilise depuis 2008 et il y en a qui m'ont dit, vous ne pouvez pas utiliser ça vous devez utiliser ça pour vos moutons. J'en ai pas besoin que j'ai dit. Non, ils vont mieux se porter. Ça m'a intrigué. Et donc, on les a mis à libre choix. Et la première année, on est passé de 1,3 agneaux à 2,04. Et ça paye pour beaucoup de suppléments de minéraux, vraiment beaucoup de suppléments. Et les moutons ne mangent pas beaucoup de minéraux. Non, ils n'en ont pas vraiment besoin de beaucoup. Ouais. Ian dit que c'est son laboratoire ambulant. Donc, les animaux qui entrent dans un enclos et disons qu'ils vont manger votre dactyle et il n'y a pas beaucoup de phosphore dans le sol, ils vont aller dans la distributrice et ils vont manger du phosphore. Et ensuite, ils vont le crotter dans le champ. Et donc, quand vous allez dans une ferme neuve avec beaucoup de carex à balai, eh bien, ils vont tout manger parce qu'il n'y a pas de minéraux dans le sol. Et avec le temps, ils vont excréter les minéraux qu'ils ont mangés dans le supplément. Et là, on a diminué de 75 % notre consommation de minéraux. Et on le fait depuis 2008.
Donc, les vaches vont brouter les extrémités, mais dès que leur langue frappe une épine, ils se retirent. Les moutons, ils voient ça comme une menace, c'est comme des suçons. Si vous les regardez, ils vont manger les petites feuilles comme si c'était des bonbons. J'adore voir ça. Bon, ça, c'est une savane qu'on a ouverte. On a vraiment dénudé tous les arbustes qui germent. Il n'y en a presque plus. Ils les ont dénudés. Ils ont enlevé toutes les feuilles de ces jeunes pousses. Bon, en voilà une autre. Donc, quand on est arrivé, ce qu'on a fait, on a coupé 90 des arbres. On les a bûchés. Et ensuite, on a entré les moutons. Quand vous coupez tant d'arbres, c'est vraiment de la cochonnerie. Ils sont trop près l'un de l'autre. Si vous les élaguez, vous allez avoir une explosion de buissons et de nouvelles pousses et de repousses. Et il y a des souches là-dedans, des milliers de souches qu'on a coupées avec une tronçonneuse. Si vous essayez d'y aller avec une débroussailleuse, vous allez la ruiner. Mais les moutons entrent et ils vont tout bouffer. Donc, ils enlèvent les feuilles des broussailles. Donc, ça, c'est la saison d'agnellage. Et quand c'est ce temps-là, on n'entre pas dans les enclos pour les déplacer. On commence à l'arrière, on a leur source d'eau et tout ce qu'on fait, c'est qu'on roule la broche. On la roule. Quand j'ai commencé à faire du mouton, les gens me disaient « Oh, il faut les traiter comme si c'était des petites vaches. » Moi, je ne connaissais rien des moutons. J'ai découvert qu'on n'a pas besoin d'être là avec eux quand ils sont en train d'agneler. Moi, j'allais toutes les nuits. Je travaillais encore en ville, j'y allais après le travail, et là, j'entendais un agneau, et là, j'essayais de trouver sa brebis, et écoutez, les gens, cette première année, on a eu 19 agneaux qu'il fallait nourrir au biberon. Parce que j'allais là, parce que j'entrais. Et finalement, un vieux berger m'a dit, « Écoute, Craig, vas-y pas. Tout ce que tu fais, c'est que tu es en train de créer des orphelins. » Moi, je me disais, quoi? Ils n'en ont pas besoin. Non, ils n'ont pas besoin de toi. Tu as des chiens bergers, laisse-les tranquilles. Et c'est ce qu'on a fait. Je ne vais plus les visiter pendant l'agnellage. Je ne les visite pas du tout. Et on roule la broche, et on les laisse dériver. Cette brebis qui vient d'avoir des jumeaux, si elle sort de la zone clôturée, elle n'abandonnera pas ses agneaux. Donc, il faut les laisser se promener tout seuls. Assurez-vous simplement que vos chiens bergers soient bien nourris. Les vaches et les moutons broutent ensemble avec les bouvions. On le fait. Ça prend simplement un peu d'entraînement. Il y a un gars au Canada qui est venu à notre école de pâturage. Alors, je me souviens plus de son nom. Et voici l'histoire. Il avait 800 vaches. Je pense qu'il était en Alberta. Et il a réussi à habituer ses moutons à ses vaches l'hiver. La façon qu'il faisait ça, il soignait déjà avec du foin. Il a mis les vaches et les moutons ensemble et les vaches, au début, ont chassé les moutons. Mais après un certain temps, ils se sont habitués. Et au printemps, ils les ont mis ensemble et là où les vaches allaient, les moutons suivaient. Ils se sont apprivoisés les uns les autres. Et l'hiver, c'est un assez bon temps pour faire ça. Et il s'est débarrassé de ses chiens bergers. Moi, je ne suis pas sûr que je ferais ça si j'étais au Canada. On était en Alberta il y a 2 ans et j'ai vu une photo d'un gars qui avait des loups. Il les avait accrochés de son chargeur et c'était des loups énormes. Et c'est tout un prédateur. Avez-vous des loups ici au Québec, non? En tout cas, soyez heureux. En Alberta, ce type avait perdu 175 veaux. Ouais. Ils étaient en train de lui faire faillite. Il est allé pour soigner ses chevaux un matin. Il les avait mis dans l'enclos. Il y avait une grosse grizzly en haut d'un tas de terre. Le grizzly avait enterré les chevaux. C'est un prédateur. L'Alberta a des prédateurs pires que ceux du Missouri. Ouais. Donc, les voilà, on les déplace, la flore, on voit qu'ils sont dans le même enclos, mais les moutons restent toujours ensemble et les bouvillons restent de leur côté.
Voici ce que je fais pendant l'été. Les vaches passent en premier, en suivi des moutons. Et si je vais dans l'autre sens, les moutons en premier et les vaches ensuite, les vaches n'aiment pas ça et leur gain est plutôt faible. Et ici, vous avez des vaches qui arrivent. Ouais, avant les moutons. Voilà les moutons après les vaches. Les vaches ont déjà brouté ça. Écoutez, on essaie de brouter le tiers supérieur de nos plantes. On appelle ça une bouchée et on quitte. Une bouchée et on quitte. Donc, on va brouter le tiers supérieur. C'est là où l'énergie est la plus élevée. L'énergie d'une plante, c'est la chose la plus difficile à capturer sur la ferme. C'est la partie de la plante qui est le plus près du soleil. C'est là où se trouve le plus d'énergie. Et c'est là où les vaches arrivent pour le récolter. Les moutons ont des bouches plus petites et elles peuvent sélectionner plus. Voici les vaches qui quittent et les moutons qui arrivent derrière. Les chiens bergers sont toujours les premiers à se déplacer. Moi, j'aime ça. Ce qui arrive, c'est que je vais crier « chip, chip, chip » et ils s'en viennent. Et les chiens arrivent en premier. Et ils vont autour de l'enclos le plus vite possible en train de japper et de pisser sur chaque coin. Ils sont en train d'avertir les prédateurs « c'est notre enclos, venez pas ». Et un de mes meilleurs souvenirs de nos chiens gardiens, je suis sorti un matin et je me suis dit « qu'est-ce que ce chien a dans sa bouche ?» Et là, j'ai regardé. Et il est en train de courir comme un chat qui joue avec quelque chose. Et je suis allé voir, et c'était la queue d'un coyote. Ça ressemblait à un plumeau. Et ce chien l'avait saisi, l'avait arraché, et il y a un coyote en quelque part qui court avec une queue qui manque. Donc, on n'aura pas besoin de se préoccuper de ce coyote avant longtemps. J'ai adoré voir ça. Il a vraiment arraché la queue du coyote. Donc, j'ai beaucoup de gens qui disent qu'on peut utiliser des ânes ou des lamas. Écoutez, moi, j'étais prêt à embarquer dans les lamas parce que je ne voulais pas soigner mes chiens. Et au moins, les lamas, ils mangent ce que les moutons mangent. Et il y a un de mes amis lama, Wally Olson de Benita, Oklahoma, qui m'a dit « Greg, avant d'y aller, assieds-toi, on a à se parler. » Donc, Wally avait environ 800 brebis et lui et Doris ont décidé d'aller voir un film. Et ils sont allés à Tulsa voir un film et plutôt que de revenir chez eux, ils ont passé la nuit là-bas. Ils avaient 8 lamas avec leurs moutons. Ils sont revenus le lendemain matin. Ils sont revenus vers 11 heures du matin. Il y avait 350 brebis mortes. Ouais. Et il y en avait un autre 200 qui ont dû euthanasier parce qu'elles étaient trop mal en point. Donc, il a perdu 550 brebis en une nuit. Et les lamas se sont sauvés à toute vitesse. Ils se cachaient dans l'étable. Ils se sont sauvés leur vie. Et ce que le mot de la fin de Wally était, « Écoute, sais-tu combien j'aurais pu acheter de moulées pour chiens pour 550 brebis mortes? » Probablement, il a dit, si tu veux te protéger contre des crocs, ça prend des crocs. Parce qu'un lama ne peut pas japper. C'est ce que ça vous prend. Vous devez avoir un chien qui jappe. Je vais vous utiliser comme exemple. Venez ici. Donc, imaginez que vous êtes une brebis. Moi, je suis un coyote. Restez là. Moi, j'arrive et j'ai faim. Et je veux l'égorger. Je veux la saisir et l'égorger. Je ne peux pas le faire s'il y a un chien qui jappe en arrière. C'est tout ça que ça vous prend. Wouf, wouf, wouf. Je peux pas. Je crève peut-être de faim, mais je peux pas le faire. Le coyote ne peut pas tuer, en autant qu'il y a un chien qui jappe autour. Merci, là. Moi, je ne vous ai pas arraché la gorge non plus. Dieu merci. Mais sérieusement, c'est ce que ça prend. Un âne, si vous en avez un bon, ils ne sont pas pires. Moi, j'ai un type qui en avait 8. Je lui ai vendu un troupeau de moutons et j'ai dit, ça te prend un chien? Il a dit, non, 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 mes ânes détestent les chiens. Ils ne laisseront pas un chien dans l'enclos. Bon, il n'y avait pas besoin de chien. Après 2 mois, il m'a rappelé, il a dit, as-tu un chien pour moi? J'ai dit, combien ils en ont tué? Eh bien,
Quand je suis revenu, et mes ânes étaient dans l'étable, et il avait 60 brebis, 30 ont été tués. Et les coyotes étaient si audacieux qu'ils jappaient. Ils jappaient après les moutons pendant le jour. Ils étaient en train de japper et ils étaient agressifs. Donc, il habite à Raleigh, je lui ai apporté un chien et sa femme m'a rappelé le soir, il dit « Ah, ma vie est bonne maintenant, les chiens jappent toute la nuit. » Donc, des chiens. Vous allez peut-être essayer d'autres animaux gardiens, mais moi, je suis en faveur des chiens. Et les moutons améliorent le pâturage, augmenter la densité du bétail, augmenter la diversité des plantes. Donc, quand on parle de planter des choses, bien, on va semer des sabots, juste 4 sabots. Il y en a qui disent, vous ne pouvez pas construire un sol en santé avec des moutons. Ils ne sont pas assez gros. Ils ne peuvent pas taper assez de chaume sur le sol. C'est de la foutaise. Si vous faites des enclos longs et étroits avec vos moutons, ils sont peut-être légers, mais ils marchent beaucoup. Ils vont brouter par petites bouchées, pas à grandes bouchées. Donc, ils peuvent faire beaucoup de trafic. Ils vont mettre beaucoup de carbone sur votre terrain. Certains de nos meilleurs pâturages sont avec des moutons. Certaines de nos meilleures zones de chasse aux chevreuils sont des pâturages de moutons parce que ça encourage le trèfle. Ah, les gens me disent tout le temps, tu n'auras pas de trèfle avec des moutons. Ah, pourquoi pas? Ils vont tout manger. Bien, ils pourraient le faire si vous les laissez là. Mais si vous les changez de place, vous allez avoir du trèfle en abondance. Ouais. Ils développent un sol en santé, ils le font ensemble. Oh, une autre chose qui est positive des moutons, vous n'avez pas à vous préoccuper de vos étangs. Vous n'êtes pas obligé de les clôturer. Les moutons n'aiment pas avoir de l'eau sur leurs pattes. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous préoccuper d'un mouton qui se prenne pour un hippopotame. Si vous allez dans le sud du Missouri, un jour chaud, il y a une vache dans chaque étang. Ils sont en train de chier et de pisser là-dedans. Donc, je ne sais pas ce que les gens pensent. Vos vaches sont 75 à 80 d'eau et vous les obligez à boire de l'eau d'égout et ensuite vous vous demandez pourquoi elles ont du piétin et de la kératite. Regardez-vous dans le miroir, c'est votre faute. Les moutons, eux, ne détruisent pas les embankements. Les chiens bergers, ils préfèrent être avec les moutons. Si vous sortez les chiens, nous, on les sort pour les faire stériliser. Chacun de nos chiens est stérilisé. Je ne dis pas que vous êtes obligé de les stériliser, mais si vous ne voulez pas être un moulin à chiots, ça, c'est en passant, là, être un kennel, puis l'élevage, c'est 2 secteurs différents. On a découvert ça. Nous, on s'est dit, on va garder 2 ou 3 femelles non stérilisées, puis on va vendre quelques chiots. Et ça se reproduit comme des moutons. Et ils ont chacun eu 10 à 12 chiots, tous vivants. On a eu 32 chiens dans notre troupeau de moutons. Ouais. Savez-vous ce que des jeunes chiens vont faire à un troupeau de moutons? Ils vont courir après. Ça a été désastreux. On a été obligé de les ressortir. La seule façon d'exposer ces chiens à ces moutons-là, c'est 2 à la fois, 2 jeunes chiens à la fois. Si vous avez un jeune chien qui veut courir après les moutons, ils vont le faire le plus souvent quand vous allez pour les déplacer. Savez-vous pourquoi? Ils sont heureux de vous voir. Et ils commencent à courir et ils courent partout. Et s'il y a des moutons devant eux, ils vont passer à travers. Ils ont l'air de joueurs de football qui sont en train de courir après les moutons. Ils sont heureux de les voir. Et donc, ils courent à travers les moutons. Et donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, et ça fonctionne, et je vais partager un conseil avec vous. Moi, j'utilise un poteau de fibre de verre et je mets un sac à déchets noir par-dessus. Il faut que ce soit un sac Glad. Non, pas vraiment. Mais ils sont plus résistants. Donc, on le met sur le dossier, on se promène avec quand on va dans le champ. Et si vous avez des chiots, ils veulent vous suivre pour revenir au camion, ils vont le faire. Ils sont là, ils veulent se faire flatter. Ne les laissez pas faire ça. Ne frappez jamais un chien, jamais. Ils ne vous le pardonneront jamais.
Vous frappez sur le sol et vous faites « non » comme ça. Vous frappez le sol « non » et vous le faites jusqu'à ce qu'il retourne au troupeau. S'il chasse après les moutons, vous pouvez crier et dire « non ». Et ils n'aiment pas le sac noir. Ça les fait paniquer. Et c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez qu'ils arrêtent de regarder les moutons puis pensent à vous. Et avec les chiots, vous êtes obligé de le faire 5 ou 6 fois. Et après ça, ils vont rester avec le troupeau. Ils ne reviendront pas au camion avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire « non ». Et ils vont faire « oh ». Ils vont retourner. Et si vous permettez à un chiot de revenir avec vous au camion, la première chose que vous savez, vous allez le voir au milieu du chemin et il va être dans la cour de votre voisin et ensuite, vous allez le voir écrasé sur la route. Écoutez, les chiens bergers sont niaiseux sur les routes. Ils ne sont pas au courant. Ils vont rester au milieu de la route et se faire frapper. Ouais. Les Pyrénées, on ne pourrait pas m'en donner un. Désolé, là, j'en ai vu pour certains, ça fonctionne bien, mais chaque Pyrénées qu'on a eu s'est fait frapper par des autos. Ils aiment se promener. Voici ce qu'ils font. Ils marquent leur territoire sur la ferme. Ensuite, ils vont sur la ferme du voisin. Et le surlendemain, ils vont être en train de marquer leur territoire à Montréal. Ils continuent à s'étendre, à s'en aller plus loin. Et donc, vous avez dépensé tout cet argent pour les élever et ils se font tuer. Écoutez, un marème, un anatolien, un croisement avec Pyrénées, ces 3 croisements sont de très bons chiens bergers. Assurez-vous d'avoir du mériment dans le croisement. Le mériment les fait garder à l'intérieur. Ça, ce sont 2 croisements mérima sur la gauche. Ils sont toujours avec les moutons. Vous les voulez avec les moutons, pas sur votre balcon. Donc, voici le bétail qui entre en premier et ils appelaient ça l'enclos à broussailles. C'est ce que le propriétaire l'a nommé. Il n'y a plus de broussailles là. Les moutons l'ont tout tué. Ils ont tué tous les arbres. Voilà un pâturage forestier nouvellement établi. Les moutons y travaillent. Et pendant l'hiver, ils sont si prolifiques. Ces bestioles, moi, je dis aux gens, vous pouvez mettre des moutons sur une terre qui aurait tué une vache. Ils vont manger des feuilles de chêne. Quand vous avez beaucoup de neige, on a l'impression que des dindes sauvages sont passées par là. Ils vont retirer la neige, ils vont manger les feuilles de chêne sèches. Et les glands. Je n'ai jamais eu d'empoisonnement par des glands sur des moutons. J'ai eu sur du bétail, des jeunes veaux, mais on dirait que les moutons sont capables de les digérer. Voilà le chien qui dort avec les moutons. Écoutez, les chiens dorment toute la journée. Mais la nuit, si vous allez là, ils travaillent très fort. Ils jappent à tout ce qui bouge. Bon, les béliers. Donc, voilà un bélier. Je connais mes béliers. Ça, c'est un bélier. Ça, c'est un autre bélier. Oh, il y en a 6 ou 7 là. Nous, on met nos béliers le 1er décembre et on veut agneler le 1er mai. On les retire après environ 30 jours. Ils vont rester en groupe tout l'hiver. Pourquoi les retirer? Je veux dire, les brebis sont saillies, alors on peut les laisser avec. Ça fait un groupe de moutons de moins à gérer pendant l'hiver. Donc, nous, on laisse les béliers là jusqu'au 15 juillet. Le 15 juillet, on les retire et les jeunes agneaux sont sexuellement matures à peu près à ce moment-là aussi. Donc, on les retire en même temps. Moi, j'ai pris mon enclos à corral. Je n'ai pas mis un enclos à mouton. J'ai simplement mis de la broche carottée et j'ai jamais eu un mouton qui s'est échappé de là. Vous pouvez voir notre pâturage en bande. Ça, c'est une broche qui a besoin d'être roulée. Ils étaient ici et maintenant ils sont là-bas. Voici d'autres moutons. Encore une fois, vous voyez que les moutons restent ensemble et les vaches ensemble. Ça, c'est une traversée de route avec le bétail.
Les chiens sont devant les bouvillons et ensuite les moutons. On met simplement une broche à travers la route, elle n'est même pas énergisée, mais les moutons pensent qu'il y a du courant et on peut les faire entrer directement dans un enclos. On déplace les moutons. Si quelqu'un veut en acheter ou si on veut les sortir, on met 2 broches jusqu'à l'enclos de tri. Et on dit « mouton, mouton, mouton » et les chiens vont arriver et les moutons vont suivre dans un enclos sans courant. On n'a même pas besoin de mettre du courant. J'aime les bouvillons avec les moutons quand l'herbe est très haute. On peut même pas voir les moutons, mais les bouvillons piétinent l'herbe et les moutons vont passer ensuite et on va commencer à manger les épis. Les moutons aiment les épis. Et je ne sais pas si vous connaissez la fétuque élevée, mais les épis de fétuque contiennent beaucoup de toxines. On a une fétuque ici au Missouri qu'on appelle une fétuque infectée d'endophyte. Ça contient une toxine qui empêche les animaux de trop en manger. Eh bien, les moutons peuvent en manger une chaudière et ça ne les dérange pas. Les vaches mangent beaucoup d'épis au printemps. Si ça arrive, leurs pieds gonflent, on appelle ça le pied de fétuque. Et leur bout de queue va tomber carrément. Ça n'arrive pas avec les moutons. Voici un soigneur à minéraux. Ça contient 16, on les voit indiqués sur le côté avec un gros dessus en caoutchouc. Moi, j'achète ça à Free Choice Enterprise au Wisconsin. Moi, j'ai appris à la dure. J'ai mis cette planche sur le côté et je l'ai levée sur le côté. Ce qui arrivait, c'est qu'un jeune agneau mettrait sa tête pour obtenir des minéraux et un autre agneau sauterait sur le couvercle et parce qu'ils aiment jouer dessus, et ça cassait le cou du jeune agneau. Mais avec ça, ça soulève le caoutchouc, donc le couvercle maintenant ne s'appuie pas au rebord. Et on a sauvé beaucoup d'agneaux qui voulaient se nourrir de minéraux. Ça, c'est l'eau pour les vaches et les moutons. C'est un réservoir de 40 gallons. Les tapis de caoutchouc sont pour les vaches. On n'en a pas besoin pour les moutons. Quand il pleut beaucoup au printemps, je les utilise. C'est un côté de pneu de tracteur, tout simplement. Et ça soigne 300 têtes de bétail avec ce réservoir. Et je peux les déplacer au bout de 8 heures et quand je reviens, le sol n'est pas piétiné. Qu'est-ce qu'une vache fait quand elle boit? Elle regarde autour et ça dégoûte partout. Quand vous en avez 300 qui font ça, ça vous donne vraiment beaucoup de boue. Donc, on a une petite remorque derrière notre 4 roues et on se promène avec ses côtés de pneus et on le met. Et ça, c'est de l'eau sous pression. C'est 30 gallons par minute. Et ça, c'est une valve Job Megaflow. Moi, j'adore les Megaflow de Job. Une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est n'utilisez pas des boyaux de caoutchouc. Vous allez avoir une grosse facture d'eau. Le caoutchouc va se péter. Moi, je vais à une boutique d'équipement hydraulique. Les gens qui font les lignes hydrauliques, arrangez-vous pour qu'ils vous convertissent ça en boyaux avec des couplages en laiton. Ça va vous durer 10 ans. Ça ne brisera pas. Une facture d'eau, c'est 150 $. Vous pouvez en acheter beaucoup de ces boyaux hydrauliques avec ça. Bon, la boue, ça tue le gain quotidien. Donc, gardez-les en mouvement quand il pleut et utilisez les tapis de caoutchouc. Imaginons qu'il y a des ronds de boue et que ça risque d'être là quelques jours. Moi, je vais les déplacer. Ce n'est pas le premier pas dans la boue qui vous attrape, c'est tous les autres. Et avant longtemps, vous avez une soupe de boue et ensuite, il va y avoir de la mauvaise herbe qui va pousser là-dedans pendant le reste de l'année. Moi, j'adore ces choses-là. Ce sont les jupes qu'on met devant les étangs. On a 40, je pense que c'est 46 étangs sur notre ferme. 46. On en a construit probablement la moitié. Ça, c'est un vieux. Mais quand vous mettez cet enrochement-là,
Et on ne fait plus ce genre de travail. Ça, c'est du tube de PVC. Là, j'utilise simplement du ruban électrique. C'est tout ce que je fais. J'attache mon ruban électrique et les animaux ne peuvent pas entrer. Donc, quand il y a de l'eau, les vaches vont se tenir sur la roche et moi, j'adore ça. Ils vont prendre... j'aime ça des étangs parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réservoir, il n'y a pas de valve, il n'y a rien qui peut mal aller. Pendant l'hiver, vous cassez la glace et ils peuvent boire. Lorsque l'eau recule pendant l'été, lorsqu'elle baisse, la roche grossit. J'en ai mis jusqu'à 10 pieds de distance. Ça commence, ça finit à 12 pouces pour finir. J'ai des vidéos sur mon canal YouTube. Johnny, c'est mon opérateur de machinerie et il me fait peur quand je le regarde. Il va si loin que j'ai peur que sa machinerie parte à flotter. Mais il est bon. C'est lui qui nous les installe. Ça, c'est notre système pour mettre la clôture. Où on est capable de mettre 75 à 100 piquets, là, voilà nos rouleaux. Et ça, c'est la barre en avant. Cette poignée en T, on l'ouvre et on la déploie et ça tient mes rouleaux. Et moi, je me mets sur le côté et je vais exposer 20 de ces piquets derrière moi. Et ça, c'est plutôt Jackson. Pardon, c'est Jackson. Moi, je les lance comme des dards et c'est lui qui les entre. Donc, un lundi matin, les gars et moi, on ne déplace pas de clôture. On ne installe pas de la clôture le samedi et le dimanche. Moi, je donne congé à mes stagiaires. Tout le monde a besoin de congé. Les fins de semaine, ils vont, à tour de rôle, déplacer les animaux. Mais après ça, le lundi matin, on va installer la clôture pour la semaine. Ça prend environ 2 heures pour la semaine. C'est rapide. C'est pour ça que j'aime faire ça avec un 4 roues. Bon, ça, c'est encore en hiver. On est en train de cultiver notre réserve d'hiver. Moi, je change la façon que je pâture à l'automne. Quand le gazon pousse, je leur donne une zone plus grande. Je veux aller vite autour de ma ferme. Savez-vous pourquoi? Parce que je laisse un collecteur solaire intact en place plus longtemps. Isaac et moi l'avons mesuré. On est allé, c'était le 1er octobre. On a trouvé des plantes qui avaient été broutées à 4 pouces de hauteur et d'autres à 8 pouces de hauteur. On a mis un piquet avec la date et on est revenu 45 jours plus tard. À la prochaine rotation, les plantes qu'on avait broutées à 4 pouces avaient poussé de 2. Celles qui étaient à 8 pouces ont poussé jusqu'à 16 pouces. Le collecteur solaire était plus gros. Bon, voilà du sylvopâturage. Le voilà. Donc ça, c'est une zone d'exclusion. Ça donne ça. Moi, je les ai mis là serrés. Il y a 320 têtes là. Et les veaux, ils sortent de là. Ils se disent « Ah, moi, je ne reste pas là. » Mais quand vous commencez à avoir cette densité-là, c'est vraiment surprenant. Ce que vous faites, c'est que vous traitez la plante à l'avant-plan. C'est du Sericea lespedeza, c'est une espèce invasive. Les gens de la conservation l'ont introduit au Missouri pour contrôler les bords de chemin et maintenant, ça s'est étendu partout. Eh bien, ils ne le mangent pas, mais si vous en avez dans la parcelle, quand vous avez cette densité-là, le nombre de plants va diminuer. Moi, j'aime cette photo-là parce que c'est à moitié des ronces, environ le tiers vont se faire écraser. Et ici, c'est asé pendant l'hiver. Il a commencé à placer le foin en rond. Les animaux se tiennent en rond. Donc, quand la météo est mauvaise, froide et venteuse, quand on les met dans un cercle comme ça, ça protège les uns des autres du vent. Ça fonctionne bien. Bon, les boucs, il faut les contrôler. Contrôlez vos boucs. Si vous avez des moutons, ne laissez pas ces gars sortir avant que vous ne veuilliez des agneaux, parce que vous allez les perdre. Au Missouri, si on a des agnolages en janvier-février, vous allez perdre 80 agneaux. Ils sont difficiles à contrôler. Il y a un gars de l'État de New York
qui m'en a acheté, je lui ai dit, où est ton enclos à Bourque? J'ai dit, ben, il dit ici, c'était tout simplement un enclos avec du filet électrique. Il a mis une batterie de 45 joules. Je l'ai testé, c'était 10 000 volts. Il a dit, ils ne sortiront pas. J'ai dit, tu veux gager? Et ces brebis n'étaient pas protégées, elles étaient juste à côté. Elles étaient juste dans des enclos de filets. Donc, 30 jours plus tard, il m'a appelé, il a dit, Greg, mes boucs ont inséminé mes brebis et ils ont eu des agnelages au mois de février à l'État de New York. Et il n'y avait pas d'abri pour elles. Ouais. Il a perdu presque tous ses agneaux. Moi, je ne sais pas. Je pense que les moutons, les gens ne les considèrent pas. Moi, je n'y ai pas pensé pendant longtemps. Je me suis dit, ça prend trop de clôture, etc. Mais si vous les entraînez sur des fils électrifiés et vous mettez vos poteaux de proche à proche, vous allez les entraîner. Par contre, il faut les déplacer souvent, tous les 2 jours. Il ne faut pas qu'ils aient faim. S'ils ont faim, ils vont vouloir sortir et vous les former, les entraîner à ne pas respecter votre broche. Ça, c'est la bonne taille d'animal nourri seulement sur du gazon. Moi, je veux un gros estomac. Ça vous prend un gros réservoir, un gros rumen, un gros réservoir de fermentation. Moi, j'aime des os fins. Plus les os sont fins sur vos animaux, plus la viande va être tendre. Oui. Plus les os sont fins, plus la viande va être tendre. Beaucoup d'études l'ont démontré. Teddy Gentry, est-ce que vous connaissez le groupe musical Alabama? Bon, les jeunes ici, probablement pas, mais Alabama est populaire aux États-Unis. Teddy est celui qui a fondé cette race. Il était le chanteur d'Alabama et Teddy adore les données. Il a fait toutes sortes de tests et une des choses qu'ils ont remarqué, c'est que les animaux qui perdaient leur poil d'hiver le plus tôt au printemps, ceux qui avaient du poil luisant le 1er mai, leur veau à l'automne pesait 50 livres de plus. Pourquoi? C'est parce que la vache performe dans son environnement à laquelle il est adapté. Si vous avez une vache qui ne mue pas, débarrassez-vous-en. Elle ne perdra pas son poil d'hiver. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a quelque chose qui se passe dans son rumen. Elle n'est pas adaptée à votre ferme et tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle attire des mouches. On appelle ça des aimants à mouches. Et dans la nature, cette vache serait éliminée. Les mouches la tueraient. Donc, apprenez à être à la recherche de peaux huileuses et à poils courts. Du gras, il s'en prend. Les animaux soignés au pâturage ont une mauvaise réputation. Les gens disent « c'est des chicots, c'est dur comme de la semelle de botte. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas assez de gras dessus. Cette vache avait beaucoup de flatulences et ça ruinait l'environnement, donc je l'ai mangée. Ça me fait plaisir. Soyez un héros, mangez de la viande. Je vais parler un petit peu au sujet... On a une mauvaise réputation. On dit que les animaux détruisent l'environnement et tout ça. Et il y a une très bonne vidéo ou un film par Peter Byck. Est-ce que vous connaissez Peter Byck? Il a fait le film qui s'appelle « The Roots So Deep ». Et il est prêt à venir dans votre région, à une réunion comme celle-là, et il va vous présenter la vidéo. Et il répond aux questions par la suite. Peter est un professeur à Tucson, je crois. Non, à Phoenix. Il détestait les vaches auparavant. Il disait que les vaches détruisent l'environnement, et maintenant, il s'est dit, « Hey, un instant, ce ne sont pas les vaches, c'est comment on s'en sert. » Et maintenant, il en fait l'élevage. Elles ne nuisent pas à l'environnement. Sans les vaches, on ne peut pas renverser la désertification. C'est le seul outil qui nous reste dans notre trousse à outils. Donc, je pense qu'il faut le communiquer. Je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises presse, les gens qui disent qu'il faut se débarrasser des animaux, mais si on va le faire, on va être dans le trouble.
Moi, je consulte pour un gros gars dans le pétrole au Texas, à Houston. Il est à retraite maintenant, mais il était le PDG d'une compagnie de forage. Et il m'a embauché pour consulter pour ses ranchs. Et après quelques jours, il m'a dit, « Greg, ce que tu fais avec ce pâturage, c'est la seule façon durable, générative de produire de la nourriture. Parce que si le pétrole monte à 900 $ le baril, comment allez-vous faire fonctionner ces gros tracteurs à travers les champs qui utilisent 300 gallons par jour en train de disquer et de semer? Ça ne fonctionnera pas. Toi, tu fais passer des vaches. Tu as un stagiaire qui circule juste avec un 4 roues. Ben, on n'en a pas besoin du 4 roues, mais c'est bien. Moi, je brûle quelques gallons de carburant par semaine. Il a dit, c'est la seule source de nourriture régénérative et durable qu'on ait. Et ça vient d'un gars qui est dans l'industrie du pétrole. Moi, ça m'a vraiment surpris. Donc, je pense qu'on doit exprimer ce que l'on fait sur notre terre. Dites aux gens, expliquez-leur ce que vous faites. Et ouais, il faut vraiment être vocaux. Bon, vous ne voulez pas être assis à côté de moi dans un avion. Soit vous allez être converti, soit vous allez vouloir que je me taise. La première chose que je vais demander, c'est qu'est-ce que vous faites, et ça mène à qu'est-ce que moi je fais. Et oui, les gens sont intéressés, ils le sont. C'était ma dernière minute, n'est-ce pas? D'accord. Donc, j'ai besoin de me taire. Il est passé 5 heures. Alors, merci.